Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve actuellement au Parc Monceau à Paris. Je suis en compagnie de Damien. Salut Damien. Salut Geoffroy. Tu vas bien? Yes. Alors, avec Damien, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se suit sur les réseaux et on trouvait ça intéressant de pouvoir échanger ici, de faire une petite vidéo ensemble parce que Damien, il va se présenter, mais il a un très bon parcours dans l'immobilier. Alors, Damien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent et nous dire ce que tu fais dans la vie? Yes, bah déjà bienvenue à la maison parce que moi je suis un pur parisien. Donc là on est au Parc Monceau. On est chez lui là, on est chez lui. On est à la maison. Alors moi je suis investisseur immobilier. J'ai commencé comme tout le monde à la base avec un parcours assez classique où j'ai fait longues études, CDI, résidence principale, gros taux d'endettement. Puis à un moment je me suis dit qu'il fallait arrêter tout ça parce que ça allait être compliqué. Donc par opportunité j'ai fait de l'achat-revente. Ok. Où je fais une plus-value de 150 000 € net d'impôt. D'accord, ok. Donc pour la petite histoire, ça représente 11 années de SMIC. Ouais. Voilà, ce que je dis souvent, c'est que énorme, l'achat-revente, en fait, c'est le truc le plus rapide pour faire de l'argent. Ouais, pour se Alors, constituer une trésorerie. Voilà. C'est pas un mois, mais on va dire qu'en un an, c'est là que tu peux te constituer la trésorerie la plus rapide, si c'est bien fait. Et après, j'ai investi dans l'immobilier plus locatif. Donc location meublée, colocation, immeuble de rapport. Et pas de courte durée par contre. Ouais, okay. Non pas que ça me mette des boutons, mais c'est juste que pour moi, la location courte durée, c'est pas de l'investissement locatif, c'est de la prestation de service, c'est de la prestation hôtelière. Oui, donc, bah après, ouais, c'est vrai que c'est différent c'est de la prestation. Après, classique. Et puis perso, c'est pas trop mon dada, mais pareil, si tu veux faire du cash flow le plus rapidement possible, c'est la location courte durée vers laquelle tu dois aller. C'est la solution la plus rapide. Après, il faut juste voir les potentiels emmerdes qui vont avec au moins à la mise en place, quoi. Bah après, on peut déléguer, hein. C'est vrai qu'il y a différentes formes de délégation pour la location courte durée, pour tout automatiser. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de gestion déjà à la base qu'une location classique à l'année, comme la coloc, ou un immeuble, ou de la division. C'est vrai que c'est une stratégie un peu différente, mais à très gros cash flow, ça c'est clair. Grosse rentabilité, et si tu veux, voilà, ça fait partie, c'est quand même la solution number one. Si tu veux remplacer ton salaire le plus rapidement possible et que tu as un boulot qui te met vraiment qui te fait vraiment chier de chier, il vaut mieux aller faire ça. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait. Ça marche. Et à côté de ça, du coup, j'ai monté une chaîne Esprit Gagnant et j'accompagne des dizaines d'investisseurs pour faire la même chose tranquillement, chacun à son rythme, parce que la vie est belle, c'est un peu mon… Ouais, c'est ça. Et mon punchline, c'est faire de la renta, mais tout en accent sur la sécurité, donc c'est rentable et sécurisé, pour amener les gens vers le niveau supérieur, chacun à son rythme. Bon, bah c'est top, je vous mettrai le lien en dessous dans la description de la chaîne de Damien. Ok, alors toi tu as commencé, tu m'as dit il y a combien de temps ta première opération? C'est environ 3 ans. Ok, environ 3 ans. 3-4 ans. Ok, et toi justement, le déclic qui t'a fait passer à l'action, c'est le fait de… C'est quoi? C'est la routine du métro boulot dodo? C'est quoi l'élément déclencheur en fait qui a fait que bam, tu te dis il faut que j'investisse dans l'immobilier? Alors, moi c'est pas ça, j'ai 37 ans, donc je suis un peu plus vieux que… Oui, après c'est… J'ai des gamins. Génération. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'à un moment, j'avais suivi un truc assez classique, tu vois, Bac+5, grand établissement bancaire, etc. Et puis en fait à un moment j'arrivais, mais j'étais quand même bloqué en fait. J'avais respecté tout ce qu'on m'avait dit de faire par mes parents, l'école, etc. Mais on ne pouvait pas acheter plus grand alors qu'on avait un deuxième gamin qui arrivait. Et du coup, tu te dis, en fait, tu es en train de… Tu crois que tu peux te débrouiller tout seul, tu crois que ça marche, mais en fait ça marche pas parce qu'au final à un moment tu fais du surplace. Ouais, et c'est là qu'on a commencé à se former, à réellement apprendre et qu'on a fait cette opération d'achat-revente. D'accord. Et c'est juste quand tu fais 150 000 € grâce à un truc comme l'immobilier, tu te dis mais c'est plutôt cool l'immobilier. Oui, c'est un bon levier, hein, ça c'est clair. Et après tu sais c'est un petit peu, je pense que tu as peut-être pareil, mais après c'est un petit peu, je pourrais dire un jeu, mais plutôt une drogue, tu vois, une addiction. Ouais, c'est ça. C'est comme le Monopoly, hein. Moi je dis toujours ça, t'as l'impression de jouer un peu au Monopoly tout en restant vraiment sécure et en ayant les bonnes formations aussi et les nerfs assez solides parce que c'est pas toujours tout beau tout rose, hein, ça c'est clair, surtout ceux qui exploitent leurs biens en location courte durée, voilà, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des difficultés. Mais c'est un levier ultra puissant aujourd'hui et ça depuis des années. De toute façon l'immobilier ça répond à un besoin profond, c'est de se loger, donc forcément… Faut bien le faire et puis moi au début j'avoue que, alors c'est pour ça que j'ai aucun problème avec ça, c'est que jamais au début je me serais dit que je paierais une formation en ligne ou ne serait-ce que je paierais 1 € pour quelque chose. Oui. Donc du coup je me débrouillais tout seul et je me suis juste rendu compte qu'en fait ça marche pas parce que tu as beau te débrouiller tout seul, tu te débrouilles tout seul et du coup tu ne changes pas ton entourage, du coup tu gardes le même entourage qui est toxique pour
la partie investissement immobilier. Oui, bien sûr. Du coup, en fait, au final, tu fais juste du surplace. C'est ça. Ok. Et alors, toi, après, comment ça s'est passé en termes de financement? Du coup, est-ce que tu as utilisé l'effet de levier de la banque, du coup, j'imagine? Ouais, alors j'ai utilisé l'effet de levier. Alors, juste un petit warning, c'est que tout ce que je vais dire sur le financement par rapport à moi, c'est mon cas, c'est ma vie, c'est mon profil. Oui. Et du coup, c'est pas pour ça que ça sera pareil pour toi. Ce sera pareil pour toi qui est en face. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas là-dessus, c'est chacun un petit peu son profil et chacun doit travailler son profil. C'est pour ça que il y a quelques temps, je me battais là-dessus, mais j'ai arrêté sur les groupes où tu demandes quelle banque te finance jusqu'à 25 ans. C'est juste du bullshit parce qu'ils vont te financer toi et pas quelqu'un d'autre. C'est ça. Et gentiment, ils vont te dire qu'ils ne financent pas. C'est pas qu'ils ne financent pas sur 25 ans, c'est juste qu'ils ne veulent pas t'avoir comme client. C'est ça. Et puis ça dépend aussi beaucoup de l'interlocuteur que vous avez en face. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a autant d'avis de banquiers qu'il existe de conseillers bancaires en France. Et même deux banquiers du même agence peuvent avoir des discours différents à propos de l'immobilier. Donc ça dépend aussi pas mal de l'interlocuteur et aussi du profil qu'ils ont en face d'eux. Et voilà. Donc, en tout cas, dans mon cas, j'ai entre rien mis et mis les frais de notaire. Ok. Selon les opérations, soit je mettais rien du tout, soit je mettais les frais de notaire. Ouais. Mais en tout cas, j'ai jamais été réfractaire à faire un petit effort vis-à-vis de la banque pour mettre s'il fallait mettre quelque chose. Mais voilà, jamais plus que les frais de notaire. Mais si ton dossier est pas bon, tu devras mettre plus. Et c'est comme ça. Après, c'est juste, est-ce que dans ton opération globale, ça sera bon ou pas? C'est ça, c'est exactement ça. Tout simplement, quoi. C'est exactement ça. Ok, donc alors toi tu parlais de. Tu as utilisé un petit peu la stratégie de la colocation, c'est ça? Ouais, je fais des colocations. Donc des colocations en mode entre guillemets premium, c'est-à-dire qu'en fait on demande des choses de qualité. Haut de gamme quoi. Ouais. Haut de gamme, alors après, on s'entend, c'est en tout cas quelque chose de qualité qui fait que ton annonce elle est de meilleure qualité que tes concurrents. C'est ça. Et du coup tu vas pouvoir louer plus cher. Oui déjà, oui, d'une. Et t'apportes de la valeur à ton bien en fait. T'apportes de la valeur à ton bien et voilà, le principe de la colocation, tu dois en parler sur ta chaîne, hein, c'est assez simple sur le principe, c'est entre louer à une famille à 1000 € et louer à la chambre à 1200, 1300, 1500 €, ben voilà, on a vite augmenté le cash flow. Et je t'entends me dire en face, oui mais si c'est bouché, oui mais ceci, oui mais cela. Je sais pas si toi moi j'ai souvent des personnes qui me posent ce genre de questions. Ouais, bah de toute façon il y a des objections à chaque fois au niveau des stratégies. C'est pas grave. Au pire pendant 3, 4 ans, 5 ans, tu auras pris 600 € de cash flow par mois. Donc tu auras pris par exemple 18 000 € sur 3 ans, 4 ans. Et si tu dois changer, tu te réadapteras. C'est pas. Par contre, si tu fais rien et que tu restes sur ton canapé, parce que ça peut changer, tu n'auras pas pris cet argent, tu n'auras pas amorti du capital au niveau de la banque. Et tu n'auras rien fait tout simplement. Quoi. Forcément. Ouais, bah oui, comme tu dis, la colocation, c'est une stratégie ultra puissante, hein, j'en parle sur la chaîne. Forcément, dès que vous multipliez en fait, les locataires dans des mêmes mètres carrés, en fait, sur la même surface, forcément, vous avez un cash flow beaucoup plus important, vous répartissez. Et puis ça te permet de diluer le risque aussi. Parce que quand tu fais de la colocation, tu as plusieurs locataires sur un même bien. Donc forcément, si pour une raison X ou Y, il y en a un qui ne paye pas ou il y a un impayé ou quoi, derrière, tu as 2 ou 3 ou peut-être 4 autres colocs qui sont derrière. Donc tu dilues ton risque. Ouais, tu vas diluer ton risque. En plus, après, si tu prends un bail commun, tu pourrais vraiment éviter ça. Après, attention, on n'a pas dit un truc. On n'a pas dit diviser, ça ne veut pas dire on n'est pas des vendeurs de sommeil, donc ça ne veut pas dire faire des trucs tout petits pour maximiser. Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, non, c'est ça. Non, une chambre normale avec un espace de vie des choses confortables. Et une pièce commune, et voilà, où chacun a son espace vraiment, comme tu dis, un peu aussi haut de gamme, premium, où tu n'as pas juste une chaise, un lit, une place, et puis c'est tout. Quoi. Maintenant, aujourd'hui, une petite astuce, une petite tips, si tu fais de la colocation, c'est vrai que si tu vas sur des étudiants, ils aiment bien être dans leur chambre avec leur ordinateur portable. Ça sert à rien d'avoir une énorme pièce à vivre. Il vaut mieux faire une chambre supplémentaire et avoir une pièce à vivre correcte, mais sans plus. Pour deux choses, déjà ça leur sert pas forcément, et deux, ça va éviter que ce soit l'endroit où ils feront toutes les fiestas le samedi soir. Parce que et ça t'évitera, parce qu'il y a un truc qui est quand même important, c'est que la coloc elle soit tranquille vis-à-vis de la copro, quoi. Oui. Qu'il n'y ait pas de problème. Parce que tu gères aussi des fois des gamins. Oui, non, mais oui, parfois c'est clair, voilà. C'est un peu la garderie, j'ai envie de dire, donc ça dépend sur qui tu tombes, mais ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc ouais, colocation est extrêmement puissant comme levier, comme stratégie d'investissement.
Ok, alors toi après au niveau des financements, à chaque fois tu as essayé de chercher la durée la plus longue du coup ou comment tu as… Alors ouais, la durée, quelle stratégie tu as utilisé? C'est une question qui revient beaucoup. Mais en gros, ce qui est le plus important, c'est par rapport à la durée d'emprunt, c'est ton objectif. Si tu veux faire du cash flow le plus rapidement possible et augmenter ton cash flow, mathématiquement, ce que tu vas faire, c'est pas compliqué. Tu vas rallonger la durée. Ça. Et tu peux même aller jusqu'à 35 ans. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vraiment, ça va dépendre de ta stratégie et ton mindset. Le seul truc à retenir, c'est qu'il n'y a pas un réel énorme intérêt à aller sur des durées très courtes. Sauf, parce que moi j'ai quelques personnes que j'accompagne, qui ont la cinquantaine. Ouais. Alors là, on va appliquer des méthodes différentes. C'est différent. Parce qu'elles veulent récupérer un gros revenu assez rapidement. C'est ça. Ok. Alors, quelques petites questions fiscalité. Du coup, toi, pour ce qui est de la fiscalité, comment tu optimises tes biens? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, ce que je dis souvent, c'est que là… Tu fais du meublé? Ouais, moi, j'ai des biens en LMNP et là, je vais passer en SCI sur certains biens. Ok, donc tu vas monter une SCI, d'accord. En gros, le plus important, c'est de se lancer, de trouver le bien. Ouais. Okay, ce que je dis à des personnes qui se posent beaucoup de questions comme ça, c'est que… Alors moi, je suis assez cash. C'est que quand tu as 0 revenu locatif, même si tu avais 100% d'imposition, tu paierais 0 € d'impôt. Oui. Donc, il y a des choses plus importantes que la fiscalité au début pour commencer. À un moment, il faut parler de fiscalité. Oui, c'est ça. Location meublée, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une niche fiscale, on va pas se mentir, au moment où on tourne cette vidéo. C'est ça. Hein, warning, gros warning. Ok, donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en faire. Parce que tout ce que tu prends, c'est cool. Par contre, si tu fais du meublé et qu'avec le meublé, tu es en autofinancement et tu es juste à 10 € de cash flow, c'est compliqué parce que du coup, en cas de changement qui va arriver de fiscalité là-dessus, tu ne peux pas couvrir, avec ton cash flow, tu ne peux pas couvrir l'impact fiscal. C'est ça. Donc c'est ça qui est assez important, c'est toujours se dire, voilà, au moins mon cash flow, il peut me servir à vivre, il peut me servir à provisionner les travaux et potentiellement il peut aussi me servir, s'il y a un impact fiscal, à continuer à dormir sur mes 2 oreilles. C'est ça. Donc je fais du meublé, après on passe à des niveaux différents avec des holdings. Alors je ne sais pas si tu connais trop, voilà, ça a certains intérêts pour faire circuler de l'argent. Surtout pour faire circuler le cash, ouais. Pour faire circuler du cash. Tu connais Robert Kiyosaki? Bien sûr. Ok. Ça c'est la base. Ça, voilà, on va finir là-dessus. Ouais. Se payer en premier. Et en fait, se payer en premier, les gens, ce qu'ils disent, du coup, qui est une première étape, c'est j'ai mon salaire et sur mon salaire, je me paye en premier, donc je me mets en épargne. Mais en fait, du coup, tu t'es pas payé en premier parce que la première personne qui s'est payée, c'est l'État. Et là, en fait, se payer en premier, pour le faire, il faut passer par la case société parce que du coup, tu vas te payer en premier sur ta société par des charges, etc. Bon, ça pourrait faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus. Du coup, tu vas vraiment te payer en premier et ensuite, tu vas payer tes impôts, etc., etc. Et c'est super important de toujours avoir ce truc-là, d'aller voir comment se payer en premier. Et du coup, la holding avec des sociétés. Moi, j'ai eu plusieurs sociétés, donc tu mets une holding, une société, une SCI, tu fais circuler l'argent et du coup, tu optimises l'ensemble. Mais au début, ça sert à rien. J'en ai, ils veulent créer une société, ils ont pas un bien. Oui, c'est comme le mythe de la SCI. C'est clair que pour l'instant, il faut vraiment se focus sur les fondamentaux de l'immobilier. Voilà, comment trouver son bien, faire une bonne étude de marché, cibler vraiment le type de stratégie que vous souhaitez faire dans l'immobilier. Et après seulement, quand on commence à avoir 1, 2, peut-être 3 biens, à voir si effectivement c'est intéressant ou non de monter une société. Mais d'abord, il y a plein de questions à se poser et il y a surtout plein de paramètres à prendre en compte. Mais quand on débute, j'ai envie de dire, franchement, ça ne sert à rien de commencer à monter des structures. Mieux vaut d'abord se concentrer vraiment sur les fondamentaux de l'immobilier. Et puis, il y a pour finir, un petit truc. Pour monter une société, une personne morale, il faut être 2. Oui, donc pas déjà… mal de personnes qui me disent qu'ils veulent monter, mais ils sont tout seuls, ils veulent être tout seuls. Donc, après, il y a une petite c'est astuce, ça aussi, qui est un peu border, mais en tout cas, d'une manière générale, il faut être 2. C'est ça. Ok. Ok, bon Damien, en tout cas je te remercie, c'est un plaisir de pouvoir intervenir sur la chaîne. C'est toujours intéressant comme ça d'aller voir des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui ont eu beaucoup de résultats aussi comme ça. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est aussi avec vos commentaires que je peux traiter différents sujets dans l'immobilier, donc n'hésitez pas, allez vous abonner à la chaîne, on vous dit à bientôt, ciao. Ciao.